Parce que quand on regarde bien, les casiers judiciaires, ça ne les empêche pas d'être élus. Ah non, ça c'est sûr. La pédocriminalité, c'est pas grave, c'est puni par la loi, mais ils font pas de prison. Ils ont le droit, c'est pas grave. Depuis Non, 13 ans, ils ont le droit. Où vous avez vu ça? Où vous avez vu ça? Ah bah, il y a 4 personnes dont les noms sont assez connus qui se permettent de sortir des phrases. Par exemple, une petite fille de 5 ans qui vous ouvre la braguette, c'est un moment magique. Ce genre de choses. Ce à quoi vous faites allusion n'a certainement pas été dit Ah si, ça a été sur des plateaux de télé. Ça a non, pas spécialement la semaine dernière, mais il n'y a pas besoin de... Non, je suis pas en train de dénoncer quelque chose qui se passe de la semaine dernière. Là, ce qu'on dénonce, c'est pas non plus. Donc, ce mouvement est là aussi. D'autres époques, avec d'autres références. Des gens qui sont où les choses ne disaient pas la même chose, ne voulaient pas forcément dire la même chose. La sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. C'est quand même, il faut être honnête, sérieux. Un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec avant, les tout petits, là, les tout petits, c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique, parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. Très bien. Parce que t'es trop minable. Très bien. Trop minable. Je ne suis pas sûr que vous puissiez, vous, employer le mot ignominie. Si. Je peux, parce que ça fait partie du langage. Parce qu'il y a un certain nombre d'ignominies que vous, Daniel Cohn-Bendit, n'avez pas hésité à porter. Par exemple. Point à la ligne. Par exemple. Point à la ligne. Par exemple. Par exemple, je trouve ignoble, moi, d'avoir poussé et justifié des actes à l'égard des enfants que je ne peux pas accepter. C'est sûr que tu viens là-dessus. Alors, on se téléphone souvent. Vous voulez répondre? On se téléphone souvent. C'est une vieille histoire que tout le monde a Vous êtes venu déjeuner 3... Je parlais de mauvaise vie, mais est-ce que, au milieu de cette ambiance un peu glauque des bordels de Bangkok, vous avez mauvaise conscience Ça dépend. Comment ça dépend? Et je pense que c'est pour ça que je ne pouvais pas faire l'économie de ce chapitre. Des garçons et des garçons que l'on cherche à droite et à gauche, et que je parle aussi du désir de paternité. Et que de tout ça, je parle franchement. J'en parle franchement puisque c'est ma vie et que je veux faire un livre qui parle de la vie que j'ai menée et de la vie telle que je la ressens. Un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon, probablement nous savons tous ici de qui il s'agit. Très sincèrement, pas. Moi je le sais, et je pense que je ne suis pas le seul. Et donc, si je sortais le nom aujourd'hui, l'affaire m'a été racontée par les plus hautes autorités de l'État. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses. Après, on peut parler de plein d'autres sujets. On peut dire, par exemple, un jeune homme de 26 ans arrive à avoir des badges d'accès au niveau à l'Élysée, se fait voler un coffre-fort. Oui, et donc, on ne va pas refaire l'affaire Benalla. Non, mais je veux dire, c'est pas que Benalla, parce qu'en fait, Sarkozy, c'était pareil, il y a toujours eu des problèmes. Là, on a Juppé qui va peut-être aller au Conseil constitutionnel alors qu'il a des bagages, on lui a dit qu'il pouvait plus pendant un an se représenter à quoi que ce soit, puis finalement, il a le droit à l'oubli. Alors lui a le droit à l'oubli, mais les gilets jaunes qui ont juste manifesté parce qu'ils n'étaient pas d'accord, c'était comparution immédiate, et ils sont aujourd'hui, pour certains, condamnés à des peines avec un casier judiciaire, avec des amendes à payer, etc. Incarcérés en Ils n'ont pas le droit à l'oubli, donc ça pose problème. Ce que je vois, c'est qu'il y a 2 poids 2 mesures dans le sens où quand on est un simple citoyen, on n'a pas le droit à l'erreur. Par contre, quand on est à la représentation d'un pays, on peut se permettre tout ce qu'on a envie de se permettre parce qu'au final, qui va en prison? C'est l'histoire d'une perquisition rocambolesque. Le 20 juillet dernier, Alexandre Benalla est convoqué par la PJ de Paris pour être placé en garde à vue. Après leur interrogatoire en fin de journée, les policiers décident d'aller avec lui perquisitionner son domicile. Mais voilà, Alexandre Benalla n'a pas ses clés. Un serrurier est envoyé sur place, mais il n'arrive pas à ouvrir la porte qui dispose d'un système sophistiqué. Les enquêteurs demandent alors au commissariat d'Issy-les-Moulineaux de leur prêter un bélier, mais il n'est pas disponible. Ils se retournent alors vers la BAC de nuit du 92, qui ne peut pas non plus. Pendant ce temps, l'heure tourne. Et problème, après 21h, la loi interdit de perquisitionner. Résultat, à 21h05, les policiers posent des scellés sur la porte de l'appartement et font demi-tour bredouille. Le lendemain, à 6h du matin, ils sont de retour avec le matériel adéquat. Mais surprise, le coffre-fort qui contenait les armes d'Alexandre Benalla est introuvable. Le suspect affirme alors ceci aux enquêteurs. En fait, le 19 juillet, ma femme m'a appelé pour me dire qu'il y avait plein de journalistes devant la maison et dans le couloir qui mène à mon domicile. J'ai demandé à un ami d'aller chercher ma femme et de récupérer tout ce qui pouvait être volé, des objets de valeur et notamment les armes. Depuis, impossible de retrouver ce coffre-fort. Lundi dernier, la CGT Police a donc demandé au procureur de rendre un réquisitoire supplétif pour dissimulation de preuves.
Le jour même, Alexandre Benalla remettait ses 3 armes à la police. L'affaire Benalla progresse et cette fois c'est le parti La République En Marche qui est concerné. Selon nos informations, au moins une arme non déclarée a été retrouvée dans ses locaux parisiens lors d'une perquisition. Cette arme, c'est Vincent Kras qui l'utilisait. Chargé de la sécurité du parti, il avait bien envoyé une demande à la préfecture pour déclarer son arme, mais le dossier n'était pas complet. De son côté, le parti dément toutes ces allégations. Aucune arme non déclarée ne se trouve dans les locaux de La République En Marche. Il n'y a pas eu de perquisition, mais un déplacement de la police judiciaire dans le cadre de l'enquête. Et il n'y a eu aucune saisie dans ce cadre. Le mouvement se tient à disposition de l'enquête. L'opposition, de droite comme de gauche, s'insurge de ces nouvelles révélations. Je trouve hallucinant qu'un parti politique puisse détenir des armes, déjà, en soi, et qu'elles ne soient même pas déclarées. Mais dans quel monde vit-on? Il y a une loi qui est, en matière d'armes notamment, qui doit être rigoureusement respectée. Vincent Kras et Alexandre Benalla sont toujours mis en examen, notamment pour violence en réunion. Quel ministre va en prison? Qui aujourd'hui a payé pénalement et de ses responsabilités, est arrivé à un moment donné où on dit bah voilà, la loi c'est la même pour tout le monde, vous avez commis une erreur, vous avez commis une infraction, c'est du pénal, vous allez en prison. C'est arrivé. Mais... Être élu devrait même être une circonstance aggravante. Bien sûr. Moi, je ne me considère pas comme quelqu'un d'extrémiste. Ni complotiste. Complotiste, ça dépend de la définition qu'on en a. Si le fait de remettre en question la gestion par exemple, des personnes fichées sur notre territoire, c'est être complotiste. Bon, bah écoutez, qu'on me colle cette étiquette-là, je veux dire, c'est pas ça, c'est que vous avez encore fait récemment des allusions au fait que Emmanuel Macron a été élu grâce aux francs-maçons, à la franc-maçonnerie, qui se ferait des petits signes quand il se serre la main. Non, moi j'ai pas parlé de signes j'ai pas parlé de ce genre de signes, etc. Je parle de la franc-maçonnerie parce que il y a des unes comme Challenge qui en parlent. Hein. La franc-maçonnerie, c'est quelque chose qui existe, c'est pas quelque chose qui sort de l'imaginaire. Après, l'importance que ça peut avoir, ça. Moi, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que quand ils sont tous dans un bureau à discuter ou dans un café à discuter, ça pose la question de savoir s'il y a une indépendance dans les médias. Par exemple, quand on voit des personnes du gouvernement qui vont boire un café avec ceux qui dirigent les médias, bon, est-ce que c'est vraiment indépendant? Je sais pas. C'est pas à moi de le définir. Mais le complot, dans ces cas-là, on peut dire, par exemple, Emmanuel Macron qui dit qu'il y a une ingérence russe dans le mouvement des Gilets jaunes, alors que c'est son propre garde du corps, Benalla, qui signe des contrats avec la Russie, des oligarques russes, et qui fait récupérer son coffre-fort par un ancien militaire russe. Bon, le complot, je pense pas que ce soit moi qui le fasse, quoi. Oui, voilà, on en a une nouvelle définition du complot. C'est à partir du moment où on se pose la question et qu'on remet en doute, on devient complotiste. Donc, dans ce cas-là, moi aussi, j'assume d'être complotiste et je pense qu'on l'assume tous. Et je remets oui, en question, on ne prend pas tout comme argent comptant et oui, on se pose des questions. Et c'est bien parce que on se pose des questions qu'on se cultive et qu'on recherche davantage. Si je peux ajouter un mot sur le complotisme, vous savez, on se rend compte que dans la vie de société, que ce soit associative, municipale, etc., lorsque un certain nombre d'individus ont des intérêts en commun, même à petit niveau, ils s'arrangent entre eux pour faire avancer leurs intérêts. Il n'y a rien de choquant pour moi d'imaginer que des gens qui ont des centaines de milliards d'euros, qui ne voient plus les choses au niveau communal ou départemental, mais au niveau mondial, puissent s'arranger entre eux pour favoriser leurs intérêts et seraient capables de beaucoup pire de choses qu'on pourrait imaginer. Donc si le complot, effectivement, c'est de considérer qu'un certain nombre d'individus qui détiennent des centaines de milliards, qui détiennent des entreprises d'armement, qui s'arrangent avec différents pays pour commercialiser les armes et pour nous expliquer qu'ils se battent pour la démocratie et la paix, si remettre en question finalement un système mondial, parce que la question n'est pas que française, c'est d'être complotiste, moi j'appelle ça juste un citoyen éclairé qui n'a pas envie de croire en ce qu'il lui dit, il a envie de se renseigner, de lire, de remettre en question les choses, et ça c'est la chose la plus saine en fait finalement. L'esprit critique. Ouais. Du coup, je vais en dire un mot quand même, mais on a vu l'exemple avec la guerre en Irak, où les États-Unis nous expliquaient qu'il y avait des armes de destruction massive pour justifier l'intervention militaire. Il n'y en avait pas. C'est du complotisme. Et il n'y en avait pas. Donc, à l'époque, si on remettait en cause, j'imagine, aux États-Unis, on aurait pu être traité de complotiste, puisqu'en fait, le complotisme, c'est rien d'autre que de contester la version officielle, c'est-à-dire la version du gouvernement et de l'État. Donc, le problème, c'est que parfois, l'État nous ment. Voilà. Donc, en fait, il y a deux erreurs à ne pas commettre avec le complot. La première, c'est d'en voir partout, et la seconde, c'est d'en voir nulle part.